Et ça, c'était ton premier bouquin? Ouais, c'est mon premier bouquin. Après les polars? Non, avant les polars, parce que celui-là, c'est vrai, hein, j'ai la lettre, c'est la série noire, l'a trouvé trop noire pour la noire. Non, mais c'est l'expression qu'ils ont utilisée, les gars. Alors donc, ça, je l'ai gardé, ça, voilà. Tu bois quoi? Bah, comme toi. Un peu de champagne pour mon ami Picouli. Regarde, il s'est habillé en ardisson. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. Ce garçon s'est hardissonné. Le livre. Ça marche? Ah oui, il démarre. Oui, il est déjà. J'aime tranquille, moi. Un beau jeudi pour tuer Kennedy. Un beau jeudi pour tuer Kennedy, qui est déjà dans les classements et qui a fait un. Ouais. Il est passé de la 20e à la 6e place. Incroyable. Non, mais c'est des sauts qui sont. C'est rare. C'est rare. Et avec tout ce qui a été fait autour du bouquin. Les gens viennent au Salon du Livre, je fais des signatures, et j'ai des nouveaux, j'ai quand même 10-12 ans de métier, et tu as des gens qui te lisent pour la première fois. Ça, c'est un truc. Ils n'ont pas eu le chant de personne, ils n'ont pas lu. Rien du tout. Il commence par un beau jeudi pour tuer Kennedy. Et ça, c'est un bonheur incroyable, essayer de savoir pourquoi quelqu'un a décidé un jour de commencer avec toi. Tu vois, commencer l'aventure. Mais de n'importe quel âge. Hein. Mais est-ce qu'ils vont racheter les anciens, tu crois? Oui, souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas, d'ailleurs, je prends mon thé, je dis, vous voyez, là, vous entrez dans... Je remonte la livre du même auteur. Ouais. Là, c'est déjà, ça les refroidit un peu. Et je mets un petit point, et puis j'essaie de leur expliquer l'itinéraire. Parce que... à chaque fois que tu vois un mec qui te demande de signer un beau jeudi pour tuer Kennedy, tu lui vends ceux d'avant? Ah oui, oui. Mais ton premier bouquin, c'était terrible. Ton premier polar, c'était La lumière des fous. Super sombre comme histoire, non? Très C'était quoi l'histoire? L'histoire, c'était l'histoire véridique qui se passe un an presque après un beau jeudi pour tuer Kennedy. Quand j'étais au lycée, une de mes copines de classe est allée avorter dans les toilettes. Ouais. Et elle est revenue après. Ah, puis c'était un prof qui était... Voilà, c'est un prof qui était le père de ça. Et après, elle lui a... C'est vrai, ça? Un petit cadeau. Ah oui, après, elle lui a fait un petit cadeau. Et moi, ce qui m'a sidéré en tant que mec douillet et tout, comment tu peux aller avorter dans les toilettes et revenir en classe et qu'on voit rien? Un jour, Elle est revenue tout de suite? Elle est revenue après en classe. Oh là là. Dans la même classe? Ouais, même classe. Et nous, on n'a rien vu. Oh là là. Et moi, un jour, j'étais prof, je dis, c'est quand même pas possible. Et un jour, j'avais devant moi une fille qui s'appelle Graciette, et je me rappelle très bien. Je dis, mais où elle est, Graciette, aujourd'hui? Monsieur, vous n'êtes pas au courant? Elle a eu son enfant. Cette fille était mon élève de seconde. Elle était enceinte devant moi, et j'ai rien vu. J'ai rien vu. Elle s'habillait un peu ample, comme ça. Elle est revenue, tranquillement, comme ça. Moi, le courage, moi, dans mes livres, le courage des femmes me sidère. Et ça, c'était ton premier bouquin? Ouais, c'est mon premier bouquin. Après les polars? Non, avant les polars, parce que celui-là, c'est vrai, hein, j'ai la lettre, c'est la série noire, l'a trouvé trop noire pour la noire. Non, mais c'est l'expression qu'ils ont utilisée, les gars. Alors donc, ça, je l'ai gardé, ça, voilà. Mais moi, j'aime bien ce que tu racontes dans Un beau jeudi pour tuer Kennedy. Parce que moi, je me rends compte, c'est normal, c'est l'âge, mais je suis assez nostalgique de ces années 60, là, du début des années 60. Tu sais que à un moment, j'ai acheté des vieilles voitures, puis bon, c'était infernal, c'était trop cher, Tu prenais quoi, toi? Des vraies voitures, quoi. Puis maintenant, j'achète des modèles réduits, évidemment, parce que c'est beaucoup plus simple. Je joue avec mes modèles réduits. Et je me rends compte, je suis fasciné par toutes les automobiles populaires des années 60. Tu vois, là, j'ai acheté toute la collection des Traction, des DS-19, toute la collection des Peugeot. Tu sais que ça sort. Ouais, bien Ils font des fortunes avec ça. Ils vendent ça dans les kiosques. Écoute, moi, je crois qu'il y a les baby-boomers, enfin les papy-boomers maintenant. Ah oui, moi, j'achète ces trucs-là. Tous les numéros 1, j'achète. Tous les numéros 1, j'achète. Et j'ai la traction rouge la traction des pompiers. Voilà, la traction des pompiers. Et d'ailleurs, dans Un beau jeudi pour tuer Kennedy, il y a une voiture de pompier, une traction de pompier peinte en noir. C'est vrai. Et bien, ça vient de là. Et moi, j'ai une traction. C'est la seule. J'ai pas de permis, mais j'ai une traction. Moi non plus, j'ai pas de permis. À la campagne. T'as pas le permis, toi? Non, mais un jour, c'était dans le 19e, je me promène, je vois la traction, c'est la même que celle de mon père. La même. 4609 C75, je me rappelle encore. La même, je vais voir le gars, je lui dis, je l'achète. Il me dit, attendez, voilà le prix. Je dis, non, combien? Je l'achète. Il essaye comme ça, on va faire un petit tour. Il s'arrête, il dit, maintenant, faut. Je dis non, monsieur, j'ai pas le permis, moi, je peux pas. Le mec, il était sidéré comme ça. Tu l'as acheté pour la regarder? Oui, pour la regarder, pour me promener. En Normandie, j'ai plein de voitures que j'ai achetées pour les regarder. Puis à un moment, je me suis dit que c'était con, parce que vu le nombre de voitures que je voulais avoir, ça allait me ruiner, ça allait prendre toute la place. Donc maintenant, je les achète en petit comme ça. Et quand je rentre chez moi, c'est horrible. Quand je suis tout seul chez moi, je les regarde et tout. Mais oui, non, mais moi, alors ça... Après, tu as toutes les Ariane, toute la série. Versailles, Chambord, tout ça. C'est ça. C'est des voitures de français. Avec des petits moteurs comme ça, des grosses carrosseries. Avec des ailes plus d'ailes que de voitures. Oui, mais ça, c'était. Parce que c'était des voitures qui faisaient rêver. Chaque année, les voitures changeaient. On rajoutait une baguette de chrome. J'aime bien ça chez toi. On a la même culture de ces vieilleries. Oui, parce qu'en plus, mon père était carrossier. C'est-à-dire qu'il les rachetait complètement déglingués. Et il a fait
une Simca 5 à ma mère, de rêve. Ouais. Superbe. Et ma mère a voulu essayer d'apprendre à conduire dans une Juve A4. Juve A4, c'est la première voiture de mon père, c'était une Juve A4. Ah, Juve A4, c'est également... Avec les portes qui s'ouvraient dans le mauvais sens. Voilà, et tout. voilà. Et elle a embouti. Et mon père a revendu la Simca 5 pour pas tuer ma mère. Mais tu vois... Il n'y a que la DS qui n'a pas vieilli. Ah non, ça oui. La DS 19, c'est une voiture qui n'a pas vieilli. Elle est toujours d'actualité. Et tu sais, la DS, c'est le rêve le plus douloureux pour moi. Mes parents, moi, ont disparu tôt. Et je sais que si j'avais gagné de l'argent, la première chose... Tu leur aurais offert une DS. DS23 électronique injection. C'est ça qu'ils voulaient. DS23 électronique injection. Je m'en souviens parfaitement, intérieur cuir. Je la vois très bien. Voilà. Et le père, il rêvait de ça. Et je te jure, mon rêve, j'allais à Romorantin, je lui posais devant, j'allais le voir, je dis pas va voir dehors. Ça, tu vois, ça me file des frissons. Moi, il n'a jamais pu s'acheter ça, le pauvre. Ils avaient une Juve A4, après ils ont acheté une Dauphine. Mais bon, ils n'ont jamais été jusqu'à la DS. Et la Dauphine, les mecs mettaient soit du béton, soit un sac de sable à l'avant. On avait mis une gueuse. Avant, parce que sinon ça partait. Mon père, il a mis une gueuse en plomb devant, parce que sinon la voiture, elle faisait ça. Ah oui, complètement. Moi, je te montrerai, j'en ai plein. J'achète toutes les collections. Mais là, alors, le problème, si tu veux, c'est qu'au lieu de les acheter en une seule fois, je trouve ça vachement agréable de les acheter au kiosque, parce que tu attends, tu vois, alors je dis tout le temps, mais alors vous la recevez quand, la prochaine Peugeot? Le mec me dit, attendez, monsieur, c'est tous les 15 jours. Vous en avez une la semaine dernière, soyez gentil, monsieur. Tu vois. Donc j'attends pendant 15 jours pour avoir une Juve A4 ou une... mais moi ça me plaît, et je voulais faire un documentaire sur ces séries, ces choses qu'on vend en kiosque. J'adorerais voir l'usine où on les emboutit, où on les fait. Je trouve que c'est un très joli sujet. Pourquoi on ne fait pas un documentaire sur les voitures populaires des années 70? Ce que j'aime... Moi, je disais, j'ai appris à écrire en bricolant avec mon père. C'est-à-dire que quand il bricolait sur le moteur, d'abord au début, j'ai tenu la lampe. J'étais l'arpette. J'adore ce mot, faire l'arpette. Tu éclaires les mains, et quand il te parle, tu lui éclaires le visage, je t'en prends une, il te dit les mains. Après, il te dit, passe-moi la clé de 14. Puis un jour, il te tend la main, il te dit rien. Il faut que tu trouves la bonne clé. Et ainsi de suite. Et un jour, tu as le droit de poncer l'aile. Tu vois, et un jour, tu as le droit de poncer l'aile et de mettre la lumière rasante. Et là, il te dit, tu vois, non, c'est pas fini. Et tu recommences. Et maintenant, j'ai l'impression que quand je bosse... Quand tu écris tes livres, c'est de la marqueterie, c'est de la... Je pense. Et j'ai appris le métier d'écrire en bricolant. Mon père était noir, mon père était martiniquais. Il a souffert en France d'être noir? Moi, je m'en suis aperçu qu'avec le temps, c'était quand même un gars qui... D'abord, il voulait être plus blanc que blanc dans l'écriture, dans la façon de parler. Il avait une écriture formidable. Mon père, et maintenant c'est douloureux quand je l'évoque, il se mettait la tête sous l'eau. Il avait les cheveux crépus. Et il se peignait pour le lycée. Je voyais tirer comme ça. Bon, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que, bon, quand il avait les... Et mon père, vers 40-45 ans, tout à coup, on revient de l'école et il avait dessiné la Martinique sur les murs. Il ne nous en a jamais parlé. On n'a jamais bu un petit punch. On n'a jamais parlé de rhum, pas d'acra, rien du tout. Et tout à coup, il a eu un coup de blues. Je me suis demandé ce que c'était. Et il nous a dessiné la plage du Carbet et la caravelle de Christophe Colomb. Et on était là en train de manger la soupe dans notre HM. Et de temps en temps, il faisait... Vous voyez la caravelle là? C'est celle qui va découvrir l'Amérique. À la plage du Carbet. Mais parce qu'en plus, l'été, vous n'alliez pas tellement en vacances en Martinique, vous alliez plutôt en Algérie. Oui, bien sûr, absolument. Mon père, il travaillait à Toulouse ou en Algérie pour gagner des sous. Il faisait des déplacements. Et un jour, il nous a emmenés là-bas. Et j'ai écrit ce livre, Fort de l'eau, 15 km d'Alger, où, pour la première fois, j'avais la gueule des mômes du coin. J'arrive, et la première scène de Fort de l'eau que je raconte, c'est le môme, il arrive, et on est là, je suis en train de bouffer tranquillement, je regarde la mer, j'avais jamais vu ça, la baie d'Alger, t'es là, tu viens de ta cité, tout à coup, frouf, comme ça, et moi je mange mon petit sandwich, et puis il y a un larbi qui m'attrape, il me met une raclée sur le terrain de ball, je suis parti dans tous les sens, en criant ralouf, ralouf. Parce que tu mangeais un sandwich au jambon. Voilà, il pensait que j'étais un petit musulman, j'étais un petit... Et au lieu d'être meurtri de ça, j'étais content. Je me dis, putain, je suis d'ici. C'est la première fois que... C'est ton grand-père qui a épousé une Tarbaise. Voilà, une Tarbaise, une Tajan, à Tarbes. Mais qu'est-ce qu'il foutait à Tarbes? Parce qu'il est venu pour la guerre, et puis il est venu aux Arsenaux, travailler aux Arsenaux, parce qu'il était chaudronnier, il a trouvé du boulot là-bas, il est venu à la guerre de 14-18, et il a trouvé du boulot de chaudronnier, parce qu'il était chaudronnier qualifié. Et puis donc ton père était déjà le fils? Oui, il est déjà le fils d'un... C'est pour ça qu'il essayait de s'en sortir et de se franciser, quoi. Bien sûr, et puis aussi d'oublier le fait que ma grand-mère a sombré dans l'alcool. Vraiment. À Tarbaise. Complètement, parce que
quand on imagine sa situation, elle a été complètement rejetée de sa famille. Elle a été femme d'un noir en 1920. Et plus, elle a eu un enfant handicapé, tout ça, des choses dures. Donc elle a sombré dans l'alcool. Et quand je lisais ses lettres, et quand mon père n'a jamais pu parler de sa mère. Tellement cette douleur-là a été forte. Donc lui, il a voulu faire échapper à tout ça. Il n'a jamais vu le succès que tu as eu en... Et j'ai ni succès, en librairie. Ni DS23 électronique et injection. Non, jamais. Mais je vais sur leur tombe et j'apporte les livres. C'est la FNAC, c'est sur la tombe de mon père. Il y a les bouquins. Tu vas le voir et tu lui parles. Je leur parle à eux deux, ils sont là tous les deux. J'essaie de savoir s'ils sont engueulés la veille et tout ça. Et je leur raconte. Et je n'ai jamais interrompu le dialogue avec eux. Ce que je fais, c'est toujours relier. Ce que je veux, c'est qu'ils soient fiers de moi. Point. Le reste, moi, je me démerde avec moi. Je sais m'arranger avec moi, quoi. Mais je veux qu'ils soient fiers de moi et qu'ils trouvent qu'ils ont fait un bon fils. Être bon fils, c'est mon job. C'est un job. Tu as vu qu'à TF1, ils ont pris un... Ils ont pris un noir pour faire le Joker de Poivre d'Arvor, c'est bien. C'est bien, oui. Et dans 20 minutes que je lis chaque matin, il y avait un petit article, pas persifleur, qui montrait la photo de ce McDonald qui est rentré à la BBC en 69 et qui est à la retraite aujourd'hui, le premier présentateur noir. Oui. Voilà. Donc c'était un peu le... Voilà. Ah mais les Français, ils pensent toujours qu'ils sont le pays, ils pensent toujours qu'ils sont en avance sur les autres. Il faut lire le journal de temps en temps et on s'aperçoit. Et le gars avec son joli sourire, sa petite moustache, ses petites lunettes, retraite, je ne sais pas s'il n'avait pas été anobli ou un truc de ce genre-là, quand on lui parle de ça. Je leur ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire être atypique. Il m'a été répondu que je n'avais pas le profil de quelqu'un de couleur, c'est-à-dire je n'étais ni assez noire, ni assez négroïde, et je n'avais pas les cheveux crépus. C'est vrai que vous avez du sang en coulis un peu, non? Moi, j'ai 4 à 5 parce que je c'est la Bretagne. C'est le 4 quarts breton. Aujourd'hui, ce que tu as écrit il y a 10 ans a plus de force. Oui, plus de force, je le crois. Je veux dire, en termes de mais fable. je ne le savais pas. Voilà, je l'ignorais. Voilà. Et donc, je l'ignorais. Ce livre a moins eu d'impact il y a 10 ans qu'il en a aujourd'hui. Il a moins eu d'impact aussi parce que, bon, j'étais aux éditions François Bourrin et que les éditions ont changé, se sont formatées d'une même manière, mais c'est pas toujours... Les autres ne l'auraient pas pris. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance. Je propose Peut-être. le manuscrit depuis 10 ans. On n'en a pas voulu. On en a voulu il y a 2 ans. On a dévoyé l'image. On a dévoyé l'image du tirailleur sénégalais. Le tirailleur sénégalais, est-ce que c'est une figure de l'histoire de France? Est-ce que le tirailleur sénégalais est quelque chose de complètement englouti? Non, mais c'est pas la seule. Non, et pour l'instant, c'est la seule qu'on Daniel, non, Gaston, ce qu'il veut dire, c'est qu'il préfère voir le tirailleur sénégalais dans le film qui s'appelle Indigène que sur la publicité de Banania. Mais faire disparaître Banania, c'est faire disparaître la critique de Banania. C'est-à-dire faire disparaître l'idée qu'il existe quelque chose sur lequel on peut réagir. Tu le fais disparaître. Et c'est ça tout le problème de l'histoire. Je plaide pas la disparition. Je plaide d'autres. C'est ce qui se passe. Banania a disparu. Dès que ça a disparu, on n'en parle plus. Donc on ne réagit pas. Et ça, c'est grave. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.